Bienvenue à toutes et à tous, rapprochez-vous, nous allons démarrer d'ici quelques instants la table ronde avec Laura Flessel. Rapprochez-vous. Comme notre photographe Rida. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous rapprocher. Les personnes qui sont dans les coursives, n'hésitez pas à descendre. Vous avez de la chance par rapport à ce matin, il n'y a plus de soleil. Profitez-en. Voilà. Voilà, donc venez nous rejoindre. On va démarrer cette deuxième conférence de la journée. On accueille Denis Caro. Denis, rédacteur. Mesdames et messieurs, Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Impressionnant cette scène et cette enceinte pour cette table ronde que je suis ravi d'animer au nom du groupe Nice Matin. Merci à l'UPE 06 et à Pierre Hippolito pour sa confiance. On est dans une enceinte sportive synonyme évidemment de compétition, mais synonyme aussi d'exploit et de courage. Et c'est précisément de courage que nous allons parler ensemble cet après-midi. Du courage, il en faut pour aller arracher des victoires. Il en faut aussi pour oser entreprendre. J'ai une citation à vous soumettre. Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres. Elle est malheureusement pas de moi cette citation, mais de Winston Churchill et je la trouve très juste. On verra avec nos invités si ils sont d'accord avec cette affirmation. 4 intervenants nous font le plaisir de participer à cette table ronde. La première, vous la connaissez tous et je la remercie très chaleureusement pour sa présence parmi nous cet après-midi. Je vais lui demander de bien vouloir nous rejoindre. C'est une immense championne, Laura Flessel, escrimeuse française la plus titrée aux Jeux Olympiques avec 5 médailles, 5 participations aux JO d'Atlanta en 1996, à Londres en 2012. Merci de l'applaudir, effectivement. Bonjour Laura Flessel, bienvenue.
Laura Flessel, ce sont aussi 6 titres mondiaux, une carrière exceptionnelle et une détermination qui ne l'est pas moins à travers, et nous le verrons, votre reconversion, vos engagements dans l'humanitaire, en politique et également en entreprise. Des engagements au service des autres sportifs à travers l'école que vous avez créée et dans laquelle vous les accompagnez dans leur reconversion. Merci encore une fois, Laura Flessel, de nous faire l'honneur de votre présence. Alors, je vais inviter nos 3 autres intervenants à nous rejoindre. Ils n'ont pas le même palmarès que Laura Flessel, mais leur parcours n'en est pas moins remarquable. Je vais demander à Morgane Chavagnier de nous rejoindre. Morgane Chavagnier est directrice générale des Mutuelles du Soleil. Et Morgane Chavagnier, vous êtes présente pour la 4e année consécutive au classement Choiseul 100 qui met en avant les leaders prometteurs de moins de 40 ans. Jean-Michel Diaz, directeur Sud-PACA Corse de Total Energy. Merci de nous rejoindre. Là-bas, à ce moment-là. Et nous accueillerons, il va nous rejoindre en cours de route, il est aussi victime des bouchons qui perturbent la circulation depuis ce matin, Philippe Henry, président de la Banque Populaire Méditerranée. Laura Flessel, nous sommes impatients de vous écouter. Laura Flessel, comment la petite fille que vous étiez, qui découvre, je crois, à 6 ou 7 ans l'escrime, à Pointe-à-Pitre, à 7000 km de Paris, devient-elle une championne internationale? Et quelle est la part de courage qui vous a permis de vous imposer et d'avancer vers le succès? Alors, merci, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. C'est vrai que, alors, c'est la petite de 5 ans et demi. 5 ans et demi. Voilà, 5 ans et demi. Lorsque j'ai vu une rétrospective d'un match de sabre, ça a été un coup de foudre. Et j'ai osé dire à ma mère, je veux faire ça. Elle était partie sur un tutu rose, comme une fille. Et en fait, je lui ai fait une contre-proposition. Donc, j'ai osé défier ma mère, qui était une éducatrice. Et j'ai osé lui dire, pas le tutu blanc, mais une tenue blanche. Donc, le courage, déjà, à 5h30, et le courage de faire une contre-proposition et de ne pas être dans la norme. Ne pas être dans la norme, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai grandi autour de 2 garçons. J'étais la 3e d'une famille de 4, où tout était jeu, tout était challenge, tout était curiosité. Et ma mère, qui était dans l'enseignement, justement, nous disait « faites-moi des propositions ». Et donc, du coup, effectivement, ma singularité a été ma force, que d'affirmer que je voulais faire des choses. Donc, effectivement, le courage de dire – oui, mais je peux faire autre chose, sachant que j'étais en fait une personne hyper active. Donc du coup, tout de suite, j'avais compris qu'il fallait absolument que je propose à ma mère autre chose. Alors, il y a sûrement d'autres petites filles de 5 ans et demi qui ont le courage de faire des contre-propositions, comme vous le dites, de vouloir suivre une autre voie. Mais de là à avoir le parcours que vous avez eu, comment vous l'avez construit et à quel moment vous avez dû, là aussi, casser les codes, faire preuve de courage et aller à contre-courant des autres? Alors très vite, mon entraîneur a vu que ce qui m'intéressait, ce n'était pas le côté ludique, c'était la compétition. Donc il s'est dit, ah, c'est peut-être intéressant. Très peu de femmes, de filles, faisaient de l'escrime en Guadeloupe, à 7000 km. Donc du coup, il a vu que j'aimais jouer, j'aimais apprendre. Ma phrase qui venait, c'était « et après ». J'ai compris « et après ». Je fais « et après ». Donc il s'est dit « ok, on va la façonner en ce sens ». Et très vite, j'étais sélectionnée, repérée par la Fédération française d'escrime. Et ils m'ont dit « viens à Bordeaux en stage ». Et là, je me suis dit « non, si je viens dans l'Hexagone, j'irai en fait chez les grands, tout est grand ». Donc j'ai rêvé partir à Paris et quitter mes 7000 km pour Paris, pour l'INSEP, pour en fait le lieu où il y avait les seniors, les grands et les champions. Donc effectivement, là aussi, contre-proposition, j'aurais dit oui, je viendrai, mais à 18 ans avec le bac en poche, parce que c'était aussi la sécurité pour ma mère que d'assurer en fait mon parcours je dirais professionnel, puisque l'escrime c'est quand même un sport individuel. Donc du coup, il fallait rassurer
cette mère aimante, mais lui amener la clé. Après, il fallait découvrir la serrure, la bonne serrure. Mais j'ai rassuré ma mère et je suis partie à l'INSEP chez les grands. Le courage, c'est donc aussi de faire des compromis à certains moments pour pouvoir réaliser ses objectifs et pour pouvoir transformer ses rêves en réalité, parce que c'est ce que vous avez vécu. Alors effectivement, mais j'aime à dire que j'ai fait des concessions. Parce qu'en personne passionnée, motivée, engagée, je me suis dit, effectivement, c'est quand même un challenge. Ce n'est pas donné à tout le monde. En revanche, il y a une réalité. Je suis noire. Et donc, du coup, dans un sport dit élitiste et blanc, il fallait aussi... Et femmes. Et femmes, mais surtout dans le monde de compétition, il n'y avait pas de référence noire, mis à part l'équipe de Cuba. Et donc, du coup, il a fallu oser dire, oui, je resterai sur le banc de touche, mais quand je comprendrai le fonctionnement de l'équipe de France, je serai numéro 1 mondiale. Et ça, comment on y parvient? À force de répétition. À force de répétition, on n'a rien sans rien, mais j'ai compris, comme moi je suis une perfectionniste, qu'il fallait en fait oser répéter, oser en fait rester plus tard que les autres, oser en fait aller chercher la solution là où il y était, où la solution était. Et je me suis rendu compte que j'avais des mentors masculins qui me boostaient, qui ne me demandaient même pas pourquoi, mais me disaient comment. Donc j'ai gagné en temps et j'ai été propulsée justement par ce travail acharné de la répétition, l'application des process, le respect de l'engagement. Et ce que j'aimais, c'était non pas de rêver être championne de France, mais je voulais être numéro 1 mondiale. Donc pour cela, il a fallu en fait enclencher une dynamique et de travailler au plus près de l'adversité, quitte à avoir les meilleurs adversaires dans mon club. Vous n'avez jamais douté? Alors, oui, on doute, mais j'ai osé aller chercher les solutions. J'ai osé écrire mon rêve et trouver un environnement qui me boostait. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas savoir que c'était complexe, on le sait. Que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de l'entreprise ou politique, tout est complexe. En revanche, ce qui m'animait, c'était d'aller chercher le challenge et les solutions. Ce que j'aimais et ce que j'aime aujourd'hui, c'est l'adrénaline. J'ai cohabité avec la pression. Je n'ai pas eu peur de la pression puisque je viens dans un registre où on parle d'excellence. Donc vous l'avez vaincu. Donc je l'ai apprivoisé. On connaît évidemment votre carrière de sportive, on connaît votre carrière politique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, parce que vous avez combiné les deux, vous êtes entré au Conseil économique et social environnemental en 2010, donc déjà vous aviez la volonté de vous engager dans une institution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, j'ai envie et je vais me lancer dans la politique, alors que on sait pertinemment qu'il y a des coups à prendre, et j'imagine que vous en avez pris, et que ça ne va pas être une promenade de santé. Alors certes, il y a ce côté encore, j'apprends à gérer la cartographie des possibles, mais je me suis rendu compte qu'en étant championne, on donnait de la voix. Donc effectivement, au début, j'ai mouillé le maillot pour l'équipe de France, et après, j'ai voulu être citoyenne de mon pays. Et donc du coup, je me suis engagée humanitairement et au niveau social, en étant en fait, en faisant partie de ceux et celles qui donnaient leurs réflexions pour améliorer gérer la citoyenneté. Et fort de ça, je me suis rendu compte que effectivement, on prend des coups. Mais dans le sport, on part. Il y a des attaques sur la PrEP. Donc j'ai décidé d'endosser un manteau plus large, plus ambitieux, et je me suis rendu compte qu'il fallait en fait non pas venir en tant que la sportive, mais venir en tant que l'experte qui viendra parler de positionnement. Et effectivement, je suis rentrée au Conseil économique, social et environnemental dans une commission, l'éducation, la communication, en ad hoc, il y avait le sport. Pendant 5 ans, on n'a jamais travaillé le sport, mais en revanche, on a travaillé la formation. Donc, en fait, j'ai décidé d'amener des cordes à mon arc pour pouvoir être vraiment actrice de demain. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait donner de la voix pour changer la gouvernance du sport. Donc je suis allée et j'ai travaillé en tant que présidente d'une commission qui luttait contre toutes les formes de discrimination dans le sport. Mais quand on touche à ces formes de discrimination, par truchement, on parle à la société. Qui a fait que je me suis dit, et pourquoi pas ministre ? On te propose, et pourquoi pas ? Tu viens avec un environnement, tu as les associations qui ont travaillé avec toi, donc oui, tu vas prendre des coups, tout comme dans l'escrime, il faut apprendre les parades.
Alors, à ce stade, Laura Flessel, c'est du courage ou de l'inconscience Non, je veux dire, c'est du courage et c'est du culot. On a parlé de courage, mais il faut aussi oser changer et oser critiquer. Mais lorsqu'on critique sans agir, derrière, c'est comme si on repart à la case zéro. Donc du coup, oui, je me suis documentée, j'aime toujours la géopolitique, donc j'ai travaillé, j'ai pris des cours, et puis derrière, je suis plutôt femme de transformation. Je n'aime pas trop les réunionites aiguës. Donc il a fallu comprendre les codes de la politique et à poser. Et en 18 mois, effectivement, on a créé l'ANS, on a travaillé sur la valorisation et la légalisation du MMA, on a travaillé sur les maisons Sort Santé, on a travaillé sur la réception des Jeux de 2024. Voilà, 18 mois, mais je dirais d'une rigueur qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez fière du résultat. Alors, vous avez aussi appris les codes de l'entreprise, puisque vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Donc là, le courage, il se situe où? Alors, vous savez, pour ma part, j'ai fait un sport confidentiel, mis en exergue tout pendant les Jeux Olympiques, mais c'est un sport amateur. Et j'ai travaillé à côté. La seule chose qui ressortait, c'est que je ne pouvais pas travailler, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un, je voulais être mon propre chef. Donc j'ai dû en fait faire encore des études pour devenir en fait entrepreneur et aujourd'hui j'ai co-créé une école pour accompagner les sportifs de haut niveau parce qu'on a en fait cette intelligence de transformation mais il faut apprendre les codes. Et de ce fait, effectivement, il faut oser dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me réorienter, j'ai besoin de faire aussi des erreurs. Mais dans le sport, mon entraîneur me disait toujours un genou au sol, jamais les deux en même temps. Regarde autour de toi, tu verras que tu pourras être inspiré et boosté. Donc de ce fait, effectivement, j'ai décidé de m'embarquer dans des projets d'audit pour des pays internationaux et aussi mon pays. Et aujourd'hui, clairement, on crée un projet Just Play qui est 100 000 mètres carrés de sport autour de l'environnement du sport, santé, événements et performance. C'est à quel Voilà. endroit? Alors, ce sera dans le 77, ouverture en 77, mais l'idée, c'est concrètement créer une vraie réponse sur l'héritage post-Jeux olympiques et paralympiques. Donc, du coup, tous les profils pourront en fait vivre de l'expérience. L'expérience santé, je suis en affection longue durée, je suis un athlète pas professionnel mais ayant une vision. Donc voilà, j'ai osé en fait m'embarquer dans cette création de projet et c'est vrai que je suis animée par le challenge. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de me faire confiance. En préparant cette table ronde, vous m'avez parlé d'une autre forme de courage et qui, d'une certaine manière, est peut-être au-dessus des autres. C'est le courage d'être maman. Par-dessus tout, oui, maman, noire, je dirais trentenaire, dans la vie sportive, c'est complexe. Tout comme dans la vie de l'entreprise, on peine encore aujourd'hui à annoncer qu'on est en fait, je dirais, enceinte. Donc du coup, dans le monde du sport, j'ai osé affirmer mon envie de la parentalité. Et là, je ne dis pas la maternité, mais la parentalité parce que j'y associe en fait mon mari. Nous étions deux, il voulait une fille, j'ai fait une fille, donc c'était le papa le plus heureux. Mais à un moment, il a fallu en fait se mettre en face de la gouvernance du sport et leur dire, mais à 30 ans, on n'est pas fini. À 30 ans, on peut être et championne, et maman, et chef d'entreprise, et réussir tout ça. Donc j'ai eu le courage en fait de revenir 4 mois après les championnats du monde et de monter en fait... et de monter en fait sur le podium en étant vice-championne du monde. Non pas que j'étais excellente, mais j'ai utilisé les erreurs des autres. Et ce jour-là, effectivement, dans les arènes de Nîmes, je fais un hold-up, je finis deuxième et je monte sur le podium avec ma fille, non pas pour montrer au réseau, mais pour affirmer à la gouvernance du sport qu'on pouvait être maman et championne. Et que donc c'est possible et c'est une leçon qui peut servir à beaucoup de femmes parce que c'est la maternité, la parentalité, c'est un vrai obstacle aujourd'hui. C'est un obstacle, mais dans le monde du sport, on arrive à mieux gérer, puisqu'il y a énormément de personnalités fortes qui, en fait, imposent leur rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir combiner, gérer les deux et ne pas forcer la main. Donc, effectivement, il faut des quotas, il faut annoncer, mais
soyons culottés, soyons engagés et vivons en fait ce moment fort, qui est quand même gérer un plus beau cadeau. Mon Les- plus beau cadeau. En tout Les cas pour sportifs moi. de haut niveau, est-ce qu'ils sont plus courageux que les autres? Nous ne sommes pas plus courageux, mais quelque part, on n'aime pas en fait, on n'aime pas attendre. Je pense qu'effectivement, on est beaucoup dans l'anticipation. Donc ça demande un travail de répétition. Et effectivement, encore aujourd'hui, je suis toujours dans une répétition où je vais visualiser quelles sont les personnes qui vont être autour de moi, quelles sont les pertinences des questions, comment amener en fait des réponses parce que j'ai un message à faire passer. Et en cela, effectivement, il faut apprendre les codes. Et aujourd'hui, un sportif, c'est comme s'il est sur un accélérateur. Nous n'avons pas de CDD, de CDI. Nous sommes sur des sièges éjectables. Si l'entraîneur ne nous veut pas, nous sommes dans les gradins. Si le DTN ou la DTN ne nous aime pas, nous sommes dans le club. Et donc, du coup, je pense qu'on a cette résilience qui fait que, oui, on aime rêver, on aime oser, on aime surprendre. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle s'engage? À quoi c'est dû? Je pense qu'aujourd'hui, le sportif, effectivement, l'athlète de haut niveau, pas le sportif, l'athlète de haut niveau, il a l'ADN de la construction. Et donc, du coup, dans la construction, on met aussi des parenthèses. On sait faire ces parenthèses qui nous permettent aussi de revoir les process. Et puis, on sait perdre. On parle beaucoup de courage. Mais il faut être courageux aussi de reprendre lorsqu'on a perdu. Et c'est vrai que cette analyse, elle est rapide. Parce que nous sommes sur des projections à court, moyen, long terme. Et quand c'est à très court terme, on est obligé d'avoir des indicateurs de progrès. Le courage, c'est d'accepter l'échec aussi. C'est de cohabiter avec l'échec. Mais ne pas être mauvais perdant. Moi, je n'aime pas perdre. Mais je ne suis pas mauvaise perdante. En revanche, j'ai tout de suite compris qu'on ne peut pas être éternellement champion et championne. On va être rivalisé, on va être analysé, décrypté, filmé. Et donc, du coup, j'ai accepté aussi d'être challengé et j'ai accepté d'être challenger pour repartir. Et donc, du coup, il faut aussi une dose d'humilité. Pas faire d'excès d'orgueil, mais une dose d'humilité pour repartir en disant « Ok, je te suis. J'ai vu, je t'envie, mais je ne suis pas jalouse. Je vais co-créer, mais ça me stimule. » Et c'est en cela aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de courage, c'est le courage aussi d'affirmer ses faiblesses. Mais ce qui est bien, c'est que la réussite collective, elle est importante. Et la solution, souvent, on va la chercher très loin. Mais en fait, la solution, elle est juste à côté. Sauf qu'on est empreint d'orgueil ou d'un excès d'humilité, on n'ose pas dire, mais j'ai la solution. Et dans le sport, c'est vraiment une école où on apprend à être. On gagne, mais à être. Et ce qu'on nous demande dans le monde de l'entreprise, c'est faire. Et donc, du coup, cette combinaison de ces trois choses font qu'effectivement, eh bien, on s'engage assez facilement. Une dernière question, Laura Flessel, avant d'élargir le cercle. Est-ce que les athlètes de haut niveau font de bons entrepreneurs, de meilleurs entrepreneurs que les autres? Je vous dirais, on fait des erreurs comme tout le monde, mais on apprend très vite. Et aujourd'hui, et c'est en cela que j'ai co-créé en fait Sport Excellence Reconversion pour amener en fait les sportifs qui rêvent d'être entrepreneurs, d'être accompagnés par des vrais programmes. Il faut en fait comprendre les codes, avoir le diplôme et derrière s'engager. Mais par-dessus tout, il faut avoir le réseau. Et c'est en cela que oui, un sportif peut être entrepreneur. Bon, on le saura par la suite, mais il peut s'engager et être endurant. Merci beaucoup, Laura Flessel. Alors, on va demander à Philippe Henry de nous rejoindre. Philippe Henry, donc président de la Banque Populaire Méditerranée. On va vous laisser le temps de vous installer, Philippe Henry. Peut-être avant de vous poser la première question, Morgane Chavagnier, peut-être une réaction aux propos de Laura Flessel et ce que vous inspire, ce que vous venez d'entendre. Oui, alors effectivement, merci Laura pour ce discours très, très inspirant. Ce que je retiens et ce qui a été évoqué par deux fois, c'est la force de la répétition. Et ça, je crois beaucoup qu'on réussit jamais rien, ni seul ni du premier coup. Et il faut être dans cette logique d'apprentissage tout le temps, et avec, comme vous l'aviez juste dit, une dose d'humilité, savoir regarder ses fragilités, avec beaucoup de lucidité. Et c'est la répétition qui fait le succès. C'est ça le leadership en fait. C'est celui qui continue finalement quand les autres s'arrêtent face à la difficulté.
Merci. Jean-Michel Diaz, une réaction aux propos de Laura Flessel. Alors moi j'ai adoré parce que je retrouve vraiment des qualités qui résonnent complètement chez Total Energy. Alors j'ai entendu des choses qui sont la résilience, oser, ne jamais renoncer, l'ADN de la construction. Et voilà, ce sont des éléments qu'on retrouve pleinement chez Total Energy. Je vais y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Philippe Henry, merci de nous avoir rejoints. Avant que vous nous partagiez votre vision du courage, peut-être un mot sur votre parcours personnel. Alors, mon parcours personnel, écoutez, j'ai commencé ma carrière dans une grande multinationale américaine et j'ai senti assez rapidement que je m'y plaisais, mais que le virus de l'entreprise et la volonté d'avoir des manettes me titillait. Et vous savez, il y a des moments dans la vie qui sont charnières. Et il s'est passé à un moment donné, donc j'ai eu un événement assez dramatique. J'ai perdu ma mère très jeune. Et je me suis souvenu de ce que me disait mon grand-père, pour lequel j'avais beaucoup d'affection, qui me disait « Mon petit, pense dans la vie qu'il est plus tard que tu ne penses ». Et je me suis dit, pourquoi retarder plusieurs années des projets qui pourraient m'intéresser immédiatement. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à la tête d'un groupe coopératif de commerce de gros de fruits et légumes qui était en très grande difficulté. J'ai relevé le challenge et en réalité, si je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'était à la fois mon baptême du feu en tant que dirigeant d'entreprise et le début de ma très longue histoire avec la Banque Populaire, puisque le banquier de ce groupe était la Banque Populaire. Et à l'époque, donc, ce groupe connaissait des difficultés importantes dans les années 90, puisque c'était une époque où la grande distribution commençait à centraliser les achats et la distribution de produits frais sur des plateformes. Donc ces grossistes régionaux perdaient des marchés pratiquement tous les mois, toutes les semaines. On est dans un contexte de prix bas et de consommation qui diminuait, ce qui n'était pas très facile. Et ce groupe avait, les membres associés de ce groupe avaient eu l'idée, la suivante, de se dire, puisque nos clients font notre métier, on va essayer de faire le métier de nos fournisseurs. Ce qui n'est pas idiot en soi, mais il faut que ce soit bien fait. Or, le métier de leurs fournisseurs, c'était de la grande importation d'outre-mer avec des avances en devises, des prix fixés d'avance, du fret à gérer. C'était absolument pas leur métier. Et donc, en réalité, la situation se dégradait puisque eux-mêmes perdaient beaucoup d'argent dans leur business quotidien de commerce de gros et ils perdaient de l'argent dans des opérations un peu hasardeuses. Et à ce moment-là, donc, moi, j'étais pas venu pour rien. J'avais quelques idées sur la question. Et j'ai dit, écoutez, il faut totalement inverser la vapeur, arrêter ce qui perd de l'argent et s'occuper des clients. Et à ce moment-là, donc, on a choisi de diversifier les gammes, de se lancer dans les produits de la mer, dans des produits élaborés et vers la restauration au domicile. Avec la Banque Populaire, à laquelle donc j'ai présenté ce projet, à un moment, et ça, je crois que c'est important, où nous avions tous, enfin les banquiers, je dis nous, mais c'est maintenant, là c'était avant, c'était pas le cas, des études sectorielles qui disent, écoutez, tel secteur d'activité est dangereux. Et à l'époque, les banquiers traditionnels, les grandes banques, fichaient le camp et quittaient plus ou moins brutalement les clients qui étaient dans ce secteur d'activité, alors que j'ai eu un dialogue très construit avec la Banque Populaire qui n'a absolument pas ce réflexe-là, puisque c'est une banque coopérative régionale qui a des analyses très fines et qui considère que dans un secteur en crise, il peut y avoir de belles entreprises et de beaux retournements, et qu'à l'inverse, dans des secteurs qui se portent très bien, il faut faire attention et gérer le risque. Il peut y avoir des entreprises qui vont moins bien. Et donc cette analyse très fine, cette qualité de dialogue, nous a permis de réussir, de passer le cap au bout de quelques années avec l'aide de la banque. Et on a construit donc un groupe qui est devenu leader sur son marché. Et quelques années après, j'ai été vraiment très fier quand on m'a demandé de rejoindre le conseil d'administration et plus tard quand j'ai été élu président de la banque. Quel parcours. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision du courage en entreprise? Oui, alors je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être ici parce que la Banque Populaire, notre Banque Populaire est partenaire de l'UPE 06 depuis 52 ans. Et donc être au milieu de chefs d'entreprise et puis dans cette belle ville de Nice, qui est une terre d'initiative, d'entreprise, d'innovation, vraiment je suis vraiment très heureux. Et je vous remercie aussi d'avoir choisi donc, le courage comme thème, parce que c'est vrai que nous sommes à un moment où on parle plus de découragement que de courage, de désengagement que d'engagement. Et le courage, en réalité, ça consiste, c'est une attitude face au réel.
Et l'attitude face au réel, ça peut se traduire dans notre vie privée comme dans notre vie d'entrepreneur. Mais dans l'entreprise, c'est encore beaucoup plus complexe qu'ailleurs, parce qu'il y a le quotidien. Et puis il y a aussi, nous le savons, aujourd'hui, il faut faire face à de multiples transitions qui arrivent extrêmement brutalement. Les transitions technologiques. On va reparler de transition avec Jean-Michel Diaz tout à l'heure. Donc j'imagine, mais c'est vrai que c'est assez brutal comme choc. Et avoir le courage de relever tous ces défis quand on est entrepreneur, c'est assez compliqué. Et le fait d'être courageux quand on est entrepreneur prend, je pense, plusieurs formes. Vous l'avez dit tout à l'heure, madame, ça peut être, pour commencer, de l'humilité, la capacité d'écoute, de rebondir sur ses échecs, d'en profiter, de gérer le risque, d'être franc et puis de pouvoir aussi dire ce qui est difficile quand ça l'est vraiment. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et moi, j'aime bien, quand on parle de courage, la notion de courage telle qu'elle est définie par le philosophe Charles Pépin, qui dit en réalité, le courage, c'est un point d'équilibre qu'on doit trouver entre deux extrêmes, qui sont la lâcheté et puis la témérité. Alors la témérité, on sait que c'est on fonce tête baissée, on y va, on ne s'occupe pas des risques, on ne s'occupe pas des conséquences de ses actes, et on y va. Ça se passe pas toujours très bien. Et puis la lâcheté, nous le savons, c'est finalement trouver toutes les bonnes raisons de ne pas faire et de ne pas agir. Et Pépin dit, en fait, on peut être d'ailleurs courageux à certains moments de sa vie ou à certains moments de la journée et beaucoup moins courageux à d'autres moments. Le courage, c'est pas une vertu innée. Selon les interlocuteurs aussi. Voilà, selon les interlocuteurs aussi. Donc c'est pas facile et le courage, c'est pas un continuum. Cela étant, on peut inscrire le courage dans le temps et on peut aussi être fidèle au courage dont on a hérité. Alors c'est ce que nous essayons de faire donc, à la Banque Populaire, puisque ça fait 150 ans en réalité que des hommes et des femmes courageux, alors c'était plus des hommes à l'époque, n'ayant pas accès au crédit dans les grandes banques traditionnelles, eh bien, ont créé en 1878, ils se sont réunis à 25 autour d'une table, ils n'avaient pas de crédit, en mettant leur épargne en commun et en disant, eh bien, on va financer l'économie du territoire et nos propres entreprises. Et quand je parle de courage et d'héritage du courage, eh bien, en réalité, depuis 150 ans, nous n'avons pas changé. Nous sommes toujours, à la Banque Populaire, banque coopérative de territoire, avec pour mission et pour unique mission d'accompagner dans la durée ceux qui vivent et entreprennent sur le territoire. Alors évidemment, ça se passe de manière tout à fait différente. Et si vous permettez, on a trois utilités. Et je crois que ça intéresse les entrepreneurs de rappeler ça. La banque, en fait, c'est la banque du quotidien. C'est la banque qui accompagne aussi dans les gestions de crise. On y reviendra peut-être aussi. Hein, parce qu'on parle souvent des banquiers en disant le banquier, bon, il est là quand ça va bien, puis il s'en va quand ça va moins bien. Et puis, c'est la banque aussi des transitions. On en parlait à l'instant. Alors la banque du quotidien, la nôtre, c'est un crédit toutes les 4 minutes. Donc en 2024, c'est 950 financements de création d'entreprises l'année dernière. C'est l'ADI, hein, c'est des milliers de personnes que nous aidons aujourd'hui à mettre le pied à l'étrier, qui n'ont pas de relation, pas de formation, et qui, au travers de microcrédits et d'aides, eh bien, créent leurs propres emplois. C'est aussi le Fonds commun de placement à risque PME Méditerranée, que nous avons créé l'année dernière avec Turenne Investissement, et qui a pour vocation donc, de financer en fonds propres les PME et les PMI du territoire. Et nos sociétaires et nos clients peuvent mettre à partir de 5 000 €, et ils savent qu'avec 5 000 €, eh bien, ils contribuent donc, au renforcement des capitaux propres des entreprises du territoire. Deuxième lieu, la crise. La crise, nous avons été le premier distributeur donc, de PGE pendant le Covid. Et puis nous avons lancé l'année dernière BPMed Accompagnement, partant du principe que des entreprises qui étaient en difficulté, moi j'ai été pendant 10 ans juge dans un tribunal de commerce donc, de la région, et j'ai vu dans les procédures collectives des entreprises qui avaient des capacités de redressement, mais qui se retrouvaient à un moment donné, peut-être par manque de dialogue, de compétences du banquier, se retrouvaient brutalement coupées donc, de tout crédit possible. Et nous avons pensé qu'il était utile de lancer une banque, une cellule spécialisée là-dedans. Et puis la transition, et j'en termine là, la transition, c'est l'aide aux transitions, c'est des prêts à impact, l'assurance à impact aussi, l'aide que nous apportons aux entreprises dans les transitions dont nous venons de parler. Et pour nous, finalement, si je peux résumer, je disais que le courage n'est pas un continuum, mais nous essayons de nous efforcer d'avoir chaque jour le courage d'être courageux. Merci beaucoup, Philippe Henry.
Morgane Chavagnier, vous êtes directrice générale des Mutuelles du Soleil depuis janvier dernier. Vous avez intégré le groupe en 2018. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre parcours? Oui. Bonjour à tous et merci de votre écoute. Je suis ravie évidemment d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc moi, quelques mots rapidement sur mon parcours. Moi, j'ai intégré la Maison Mutuelle du Soleil en tant que responsable de l'audit interne à l'époque. Donc ça veut dire qu'on m'a embauché pour ouvrir le capot de cette belle boutique et puis dire ce qui n'allait pas. Et vraisemblablement, j'ai dû le faire avec avec force et avec conviction, puisqu'on m'a proposé non seulement d'ouvrir le capot, j'ai posé les questions, mais on m'a proposé d'apporter les réponses, puisque j'ai été nommée DGA de cette maison 6 mois après l'avoir intégrée, dans une logique de succession et de transmission avec l'ancien dirigeant, donc qui est parti à la retraite depuis le 1er janvier et donc auquel j'ai succédé. Alors, après avoir ouvert le capot, vous avez entrepris de changer le moteur et d'amorcer la transformation de l'entreprise. Racontez-nous comment vous faites et à quel niveau il faut du courage quand on entreprend un tel défi. Oui, alors déjà, juste pour présenter un petit peu ces Mutuelles du Soleil, c'est une entreprise qui a plus de 170 ans, pardon. Donc c'est une très très vieille maison, une maison ancrée dans des valeurs mutualistes, une maison très traditionnelle, avec une gouvernance qui a toujours été plutôt masculine et plutôt senior. Donc c'est vrai que j'arrive avec un petit peu un profil d'OVNI à ce poste-là, et j'en suis ravie en fait, parce que ce profil d'OVNI, il m'oblige finalement à penser différemment et il me booste. Donc ça c'est très important. Pourquoi je voudrais changer le moteur alors que l'entreprise est belle et qu'elle marche? C'est une très belle entreprise, on fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires, un groupe de 350 collaborateurs. Pourquoi? C'est pas changer pour changer, c'est changer pour perdurer. Vous voyez, je pense souvent à l'exemple de Kodak, et nous on finira pas comme Kodak. Alors Kodak, vous la connaissez tous, cette entreprise, c'est une entreprise magnifique, une entreprise qui était leader sur le marché de la pellicule souple, plus de 80% de parts de marché, incroyable, une entreprise avec une intelligence aussi de pointe, puisque c'est eux qui ont développé et qui ont proposé et déposé le premier brevet d'appareil photo numérique. Et pourquoi ils ne sont pas là aujourd'hui? Ils ne sont pas là, pas par manque d'intelligence, ils ne sont pas là par immobilisme, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'abandonner un modèle qui marchait encore. Et en fait, c'est quoi construire l'avenir des entreprises? C'est regarder devant, c'est pas regarder derrière. Bien sûr que regarder derrière, c'est fabuleux. Et le modèle, en tout cas le modèle Mutuelle du Soleil, il a été fabuleux. C'est celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le modèle de demain? Je ne crois pas. Et donc nous, on a changé depuis 170 ans, pour le coup, et on continuera de changer en respectant nos valeurs, en respectant nos racines, mais en s'ouvrant, en étant conscient que l'économie change, que le modèle change. Et c'est vrai que nous, ce qui est difficile, qui a été un petit peu difficile, je vous l'avoue, au début, c'est que la mutualité, c'est un monde à part. C'est un monde dans lequel, il y a quelques années, on n'avait pas le droit de parler d'un client. C'était un gros mot, un client. Alors pourquoi? Moi, je parle de client. Je remets la satisfaction client, la qualité de l'expérience au cœur. Pourquoi finalement on ne traiterait pas nos adhérents aussi bien que des clients? Ça n'a pas de sens. Pourquoi un modèle non lucratif ne devrait pas gagner d'argent? Ça n'a pas de sens. Au contraire, on a une valeur ajoutée incroyable, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Ça veut dire que tout l'argent que je vais gagner, je vais pouvoir le remettre au service du client. C'est formidable. Mais par contre, il faut assumer cette nouvelle posture. Il faut assumer que dans un modèle non lucratif, eh bien, on est une entreprise avant tout, qu'une entreprise, elle doit gagner de l'argent pour investir, pour développer, pour inventer le modèle de demain. Et il faut aussi prendre en compte l'environnement qui évolue. Nous, on était un acteur mono-santé. On n'a toujours fait que de la complémentaire santé depuis 170 ans. C'est fabuleux, la complémentaire santé. Mais c'est un secteur qui est extrêmement en danger. Politiquement, c'est quelque chose, et on le voit, vous avez certainement dû entendre parler des sujets de grande sécurité sociale.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque de disparaître si un jour l'État décide que la complémentaire sera gérée par la sécurité sociale? Ben non. On s'ouvre à de nouveaux marchés, on s'ouvre à de nouveaux secteurs. Aujourd'hui, on ne vend pas que de la complémentaire santé. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur tous les sujets d'assurance de personnes, mais aussi d'assurance de biens. On vend, en fait, on ouvre vraiment nos chakras à comment préparer un avenir pour demain. Et ça, il faut le faire avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup de courage, avec une force collective aussi. Parce que je crois que le courage pour faire ça, c'est aussi le courage d'écouter les peurs de chacun, les peurs qui sont légitimes, les peurs des collaborateurs, les peurs des élus, des conseils d'administration, les peurs des partenaires qui peuvent avoir un petit peu voir la terre trembler et pas savoir si finalement c'est bien ou si c'est pas bien. Les écouter, mais ne pas s'arrêter à ça. Ne pas s'arrêter en fait, avoir le courage d'orienter l'action collective vers quelque chose pour lequel on a une vraie conviction. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est le moteur du courage? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a surtout de la conviction. Et il faut vraiment avoir un cap à tenir, une vision pour avoir ce courage. Merci beaucoup, Morgane Chavagnier. Jean-Michel Diaz, Total Energy, on connaît, c'est un leader mondial dans le domaine des énergies fossiles, mais aussi dans le domaine du renouvelable. C'est une entreprise, on le sait, en pleine transformation, qui doit faire face à beaucoup de contradictions et de vents contraires à certains moments. Le courage, il se traduit comment dans une entreprise comme la vôtre? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci et félicitations à l'UPE 06 pour organiser ces événements et nous donner du courage à tous ceux qui sont là. Donc, bravo. Alors, le courage chez Total Energy, ça fait partie de notre ADN. Vous avez, d'abord, on est pionnier depuis 101 ans sur les domaines énergétiques. Puis, vous avez beaucoup de gens qui disent que le courage, allez, c'est de faire table rase du passé. Alors que pour nous, le courage, c'est de transformer l'interne, de transformer la société pour accompagner la transition énergétique, l'accélérer dans une démarche de neutralité carbone à l'horizon 2050 avec la société. Alors, je vais peut-être vous parler de 3 types de courage. Il y a le courage de transformer, il y a le courage d'assumer les paradoxes, et puis il y a le courage de faire avec la société, parfois en la bousculant, et de l'accompagner, cette société, dans sa transition, bien sûr, mais aussi dans son développement économique et social. Alors, sur le courage de se transformer, alors, Total Energy, il aurait pu continuer comme avant, et devenir une compagnie multi-énergie, c'est aussi renoncer à une rente. Parce que certains énergéticiens, voilà, de gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, ne font pas ce choix. Non, il y en a qui ne le font pas. Et nous, en fait, vous voyez, je vais vous prendre l'exemple des sites qu'on transforme. En France, il y a un site d'ailleurs qui est dans notre région, qui est le site industriel de l'Amed, situé à l'ouest de Marseille, qu'on a décidé de transformer en première bioraffinerie française. Il y en a un deuxième qui est celui de Grand Puy en Seine-et-Marne qu'on est en train de transformer. Quand vous les transformez, en fait, vous faites un pari sur l'avenir, vous faites un investissement qui est incertain. Et il faut avoir du courage pour faire ça, d'autant plus qu'entre le moment où vous décidez de le faire, où vous avez calé un modèle économique, eh bien, vous le faites à partir d'une réglementation existante, et au moment où vous le démarrez 4 ans plus tard, la réglementation elle a changé, et votre modèle économique est mis à mal. Et je vais revenir sur notre exemple local. Quand on décide en 2015 de transformer la raffinerie de pétrole de l'Amed en première bioraffinerie française de taille mondiale, il n'y a pas encore un seul véhicule qui roule au 100% électrique. On est encore 100% mobilité thermique. Et donc là, vous faites un vrai pari sur l'avenir, vous avez une croyance, et donc vous avez le courage de faire décider les actionnaires d'y aller pour entraîner ce changement. Et quand vous faites ça, en fait, transformer une raffinerie en bioraffinerie, ce n'est pas que changer des tuyaux, des capacités, des pompes et des compresseurs.
c'est transformer en fait un état d'esprit d'entreprise, c'est transformer des métiers et c'est transformer aussi une façon de penser et de voir le monde. Et puis, je vais revenir sur ce deuxième sujet de la transformation qui est d'avoir le courage d'assumer ces paradoxes. Le paradoxe d'un énergéticien et de Total Énergie, finalement, c'est de fournir toute l'énergie dont le monde a besoin et c'est d'expliquer en même temps qu'il va falloir en consommer moins. Surtout quand c'est notre business. C'est totalement contradictoire. Le deuxième paradoxe, c'est de parler de sobriété et de dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, alors que c'est une fois de plus notre business. Et c'est le courage aussi, je dirais, de ne pas tout peindre en vert. Il faut avoir le courage de dire que le renouvelable, ça ne suffira pas, qu'il faut un mix énergétique et qu'il est absolument indispensable, que la transition, c'est un chemin. Ce n'est pas une case qu'on coche, ce n'est pas le bouton qu'on change en pleine nuit et on se réveille, tout est vert le lendemain. Ce n'est pas ça la vraie vie. Et donc ça, il faut avoir le courage de l'expliquer, le courage de l'affronter et puis de dépasser ces obstacles-là. Et il faut avoir aussi parfois le courage de dire non à un certain nombre de projets qui semblent pourtant être vertueux pour gérer la collectivité. Le courage dans ce domaine-là d'investir dans les renouvelables. Il faut décarboner cette planète. Donc, il faut qu'on fasse des fermes photovoltaïques et il faut qu'on fasse de l'éolien. Sauf que, qui a envie de voir dans son champ de vision une ferme photovoltaïque ou encore plus une éolienne? Personne, c'est comme les prisons. Exactement. Donc là, il faut avoir en fait ce courage d'aller vers les territoires, d'expliquer aux citoyens, de construire avec eux des projets qui soient acceptables, des projets qui soient acceptés. C'est absolument indispensable. Mais c'est aussi avoir le courage de dire à l'État, on ne peut pas faire la transition énergétique si, quand sur un projet de ferme photovoltaïque, pour prendre celui-là, et quand tout se passe bien, quand il y a zéro obstacle, on met 6 ans à le réaliser, quand en Allemagne, on met 2 ans pour le faire. Donc ce courage, il le faut aussi. C'est un rôle d'accélérateur qu'on a. Et c'est en tout cas absolument indispensable de le dire. Et comme je viens de l'évoquer, le courage, ce n'est pas seulement de convaincre les décideurs. Le courage, c'est aussi d'écouter les habitants et les populations et de leur expliquer pour les embarquer dans un mouvement positif d'acceptation. Et cette transition énergétique, vous l'avez compris, elle ne sera pas que technologique, elle ne sera pas que politique, elle sera collective. Et c'est pour ça qu'on dit que cette transformation et ce chemin vers la transition énergétique et sa neutralité, on ne pourra la faire qu'ensemble avec la société. Alors, dans tout ça, l'humilité, elle est bien évidemment indispensable. Parce que les collectivités, les jeunes, les ONG, toutes ces structures associatives, elles ont tout un rôle qui est essentiel à jouer. Et ce qui est nouveau, c'est que là où il y avait des gens qui ne nous parlaient pas il y a 10 ans en arrière, eh bien aujourd'hui on est en train de construire ce chemin ensemble. Et ce n'est pas parce qu'on a des ONG qui attaquent les énergéticiens sur certains domaines qu'il ne faut pas avoir le courage d'aller avec eux, de s'asseoir autour de la table, de discuter pour construire l'avenir de demain. C'est absolument indispensable. Et je dirais que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Et il y a Socrate qui disait, vous voyez, c'est pas tout jeune, hein, et c'est vraiment d'actualité.
Il disait construire le futur, c'est consacrer son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire le futur. Et c'est tellement vrai aujourd'hui. Et puis, il y a Henry Ford qui disait, quand tout semble être contre vous, n'oubliez jamais que l'avion décolle face au vent et non avec lui. Et donc, tout ça fait partie du courage. Et sur Total Energy, si on n'avait pas eu notre PDG Patrick Pouyanné, qui avait osé, qui avait eu le courage de faire cette transformation, on n'aurait pas aujourd'hui une société française qui est le leader mondial de la transition énergétique et qui va contribuer largement à décarboner l'ensemble de nos activités. Merci beaucoup Jean-Michel Diaz. Laura Flessel, je voudrais rebondir sur la notion de collectif qui a été évoquée à plusieurs reprises. De votre point de vue, le courage, c'est avant tout une notion individuelle ou c'est une valeur collective ? Non, je vais rebondir effectivement sur la valeur collective, c'est-à-dire que lorsqu'on sait, on est habité par la performance et autres, on peut faire des one-shots, on peut avoir la solution. La seule chose, c'est que nous sommes vraiment dans le développement durable. Et pour cela, il faut aussi affirmer que la réussite, elle ne pourra en fait jamais être linéaire. Lorsqu'on parle en fait d'excellence, il faut tout de suite en fait être face à son mémoire en se disant ben, on va donner envie, donc du coup on va avoir de l'opposition. Cette opposition, il faut la connaître, faut limite l'aimer pour justement ne jamais en fait rester sur son piédestal. Et donc du coup, la réussite ne se vit durablement que si justement elle est associée à un environnement qui est booster. Et c'est en cela qu'on permet en fait d'être subtil en disant mais en fait, elle dure. Elle dure pourquoi ? Parce qu'elle est dans une vision collective. Et effectivement, l'escrime, c'est un sport individuel, mais on a besoin en fait de l'entraîneur, on a besoin des coéquipières, on a besoin de la vie dans les vestiaires, on a besoin de l'association avec le médical, les kinés, les armuriers pour nous, c'est à la seconde, à la milliseconde près. Donc du coup, on vit en fait dans un collectif. Après, chacun son périmètre. Et j'aime à dire que pour durer, il faut aussi connaître le périmètre de chacun. Il faut aussi s'approprier les règles et les contraintes de chacun pour pouvoir aussi amener sa pierre à l'édifice lorsqu'il faut être géré opérationnel le jour J à l'instant T. Donc, effectivement, on a besoin de ce collectif et d'être dans cette dynamique gagnant-gagnante. Merci Laura Flessel. Philippe Henry. Oui, ce que vient de dire Laura Flessel m'intéresse beaucoup parce que j'avais eu la chance, il y a un certain nombre d'années, de faire la connaissance de David Douillet. Et vous parliez tout à l'heure, donc, à l'instant de collectif, et l'escrime est un sport individuel. Et David Douillet m'avait dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi, contrairement à ce qu'on croit, le judo est un sport collectif. Et il m'avait dit, ben voilà, si je veux être médaillé olympique, il faut que je m'entraîne. Et si je veux m'entraîner efficacement, il faut que je donne à ceux avec lesquels je m'entraîne le meilleur de moi-même pour que eux me donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'on progresse, et c'est ainsi que je suis devenu un grand champion. Voilà, il m'avait beaucoup surpris. Je ne sais pas si vous confirmez ça dans le sport qui est dans les disciplines qui est la vôtre. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que l'association de chacun permet, on n'est jamais en fait champion tout le temps en permanence. On a des moments de difficulté. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsque s'installe la confiance de la répétition, eh bien, on aime donner lorsque l'autre à côté ne peut pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours affectionné gérer le temps collectif. C'est-à-dire que à l'individuel, on s'entretue et 2 jours après, on est obligé de partir et d'être sur la même ligne droite en se disant on va aller chercher les meilleurs. Donc au contact des meilleurs, moi j'ai très vite appris que je n'avais pas toutes les solutions et que l'association faisait en fait le larron. Et c'est en cela qu'il faut oser avoir le courage d'affirmer qu'on a besoin d'aide. Donc on est obligé de travailler le collectif. Morgane Chavagnier, l'entreprise, c'est un sport collectif. L'entreprise, c'est avant tout un sport collectif. Et c'est vrai que nous, on a de grosses convictions sur tout ce qui concerne la qualité de vie au travail pour cette raison. Parce qu'en fait, on considère que finalement, le service client n'est que le reflet de la manière dont l'entreprise traite ses propres collaborateurs. Et ce qu'on cherche à faire, et je crois qu'on y arrive plutôt bien, c'est de développer vraiment un sens de l'engagement
et un sens de la performance qui soit chez nous mieux qu'ailleurs. Et alors on fait des choses différentes, on essaye, encore une fois on teste. Par exemple, on a mis en place il y a un peu plus d'1 an la semaine de 4 jours. Pourquoi? Pas pour que les gens se reposent, pour qu'ils viennent travailler mieux, mais de manière plus performante. D'ailleurs, les gens ne travaillent pas moins, ils travaillent, c'est juste une organisation du travail qui est extrêmement différente. Et là-dessus, comment on a fait? On a construit quelque chose de très collaboratif déjà, on a écouté pour savoir comment est-ce qu'on allait faire cette révolution de l'organisation du travail qui était courageuse. Et on s'est dit, on va le faire sur un rythme d'1 an. Comme ça, on fait un test. Et encore une fois, c'est la force de la répétition. Si ça marche, tant mieux, on y va, on poursuit. Si ça ne marche pas, eh ben on fera marche arrière et on dira qu'on a essayé et que ça ne marche pas. Donc c'est aussi le courage de reconnaître ses erreurs. Exactement. Et alors aujourd'hui, avec quelques mois de recul, évidemment, on a fait des analyses de l'auto-jugement, on a contrôlé, on a plutôt des performances de gestion qui s'améliorent, on a des taux de productivité qui sont meilleurs, on a une baisse des petits arrêts de travail et on a plus de 95% de nos collaborateurs qui sont satisfaits de cette nouvelle organisation. Ça aurait pu ne pas marcher. Quand on a décidé de le faire, on ne savait pas si ça allait marcher, mais ça a marché. Jean-Michel Diaz, le courage, c'est accepter de ne pas être seul et de s'appuyer sur le collectif. Écoutez, c'est d'autant plus vrai chez nous. Et pour faire. D'ailleurs, vous savez qu'on a un sport de toujours, et chez Total Énergie, qui est le rugby. Et on adore former ce pack, cette image-là, pour pousser tous ensemble. Et moi, je peux vous dire que je suis dans la meilleure période de ma vie professionnelle. Parce qu'on a un patron qui a fixé un cap à 2050, il a dit on va arriver là, sauf qu'il a mis des étapes intermédiaires. Il a dit en 2030 on sera là, en 2040 on sera là, et en 2050 on sera là. Et vous passez d'un état d'esprit où on vous accusait d'être des pollueurs à une entreprise qui est maintenant celle qui apporte des solutions pour accompagner et accélérer cette transition énergétique et pour lutter contre ce réchauffement climatique. C'est la meilleure période de ma vie professionnelle. Et donc, si vous créez ces conditions dans l'entreprise, vous avez un mouvement qui est là. Je vous prends un autre exemple. On donne aussi l'opportunité aux salariés de contribuer au développement économique et social des territoires. On peut vous accuser de greenwashing quand vous faites ça, mais enfin, on a une fondation où on met 200 millions d'euros pour accompagner l'insertion et la formation des jeunes, pour accompagner la sécurité routière, pour accompagner le climat, les littoraux, les océans et l'art et la culture. Et on fait des prêts à taux zéro sans garantie aux entreprises, et je le redis puisqu'on est là aussi pour ça aujourd'hui, qui vont jusqu'à 100 000 euros. Alors, si vous n'avez pas de courage, les gens ils vous attaquent en vous disant « Ah oui, vous faites ça parce que vous peignez ». Non, on le fait parce qu'on a des vraies convictions, qu'on a du courage, parce qu'on dit si nous, une grande société, être un grand acteur économique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et notre rôle, il est d'accompagner cette société. Si on ne le fait pas, qu'on ne s'implique pas, eh bien, on peut toujours se plaindre de l'État qui ne fait rien, mais enfin, on a un rôle quand même à jouer. Et donc, il faut un peu de courage pour le faire. Alors justement, pour terminer, une question un peu provoque. Est-ce que à tous les quatre, et Laura Flessel d'autant plus, puisque vous avez été aussi de l'autre côté de la barrière au gouvernement, est-ce que l'État, est-ce que ceux qui nous gouvernent sont suffisamment courageux? Laura Flessel. Je vous dirais qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas tout faire. Souvent, on a les solutions en fait en région. Et donc du coup, il faut apporter il faut remonter les solutions. Après, il faut effectivement, il y a un circuit à connaître. Le courage, c'est de ne pas tout attendre des autres et de l'État notamment. C'est d'anticiper. C'est d'anticiper, on connaît gérer les résultats, on sait où on peut aller. J'ai bien aimé la notion de cap. J'avais un entraîneur qui disait « politique floue, connerie précise ». Et donc du coup, lorsqu'on parle d'interaction, il faut aussi avoir cette humilité de dire « on ne sait pas, on va regarder le territoire ». Philippe Henry. Je crois que le courage consisterait à nous imposer moins de complexité, à nous faciliter la vie, voilà, puis c'est des entreprises. Puisque nous sommes la banque des entrepreneurs, on voit tous les jours ce qui peut se passer et ce qui pourrait mieux se passer si les choses étaient plus simples. Vous parliez tout à l'heure de 6 ans en France contre 2 ans en Allemagne ou 3 ans pour
avoir un champ solaire. On a beaucoup d'exemples de projets, à la fois de projets d'entreprise ou de projets publics, qui iraient beaucoup plus vite, beaucoup mieux si on avait peut-être un peu plus de compréhension, un peu moins de complexité. Mais en France, on est quand même des spécialistes du millefeuille et de la complexité. Voilà. Morgane Chavagnier. Est-ce que les politiques ont assez de courage? Pas toujours, pas assez, pas tous. Quelques mots peut-être sur la politique de santé en France, puisque nous, on est avant tout un acteur de l'écosystème de santé, mais tout le monde sait très bien, et tout le monde le vit au quotidien, qu'on a un système de santé qui se fragilise, qui va de plus en plus mal, et pourtant il coûte de plus en plus cher. C'est quand même étrange. Et nous, alors face à ça, on a des convictions. On a la conviction que le problème est mal abordé, avec probablement pas assez de courage, et notamment, il est orienté depuis des dizaines d'années vers le curatif et pas du tout vers le préventif. Le courage, c'est construire demain, et construire demain, c'est la prévention. Aujourd'hui, on a des pouvoirs publics qui n'investissent pas du tout ces domaines, ou très peu. Le courage, c'est voir loin. Et le courage, c'est de voir loin. Et c'est pour ça que finalement, nous, on n'attend pas que le gouvernement fasse ça à notre place, en fait. Tout simplement, on prend notre mission, on prend notre rôle d'acteur local, et on va auprès des entreprises faire de la prévention tous les jours. Merci Jean-Michel Diaz. Total Energy se prend en main et n'attend pas tout de l'État ou des États. Non, on n'attend pas tout, mais pour répondre à votre question, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple des fermes photovoltaïques, mais en France aujourd'hui, on a 2 gigawatts de renouvelables en service. 2 gigawatts, c'est 2 réacteurs nucléaires, c'est l'équivalent. On en a 2,8 dans les pipes administratifs. Et donc, c'est pas que l'État manque de courage, il y a des gens qui prennent des décisions, mais vous avez une multitude de couches administratives et de services pour descendre jusque dans les territoires qui fait que, en fait, on est sur du temps long. Or, le temps long, on ne l'a pas. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans mon introduction, chez nous, le vrai courage, c'est de transformer de l'intérieur. Je pense que ça s'applique à beaucoup. Merci beaucoup. Avant de terminer, une question pas forcément évidente, mais à chacun de vous quatre. Quelle est la personnalité qui, selon vous, aujourd'hui, sur la scène internationale, en France, parmi les sportifs, parmi les politiques, parmi les artistes, incarne le courage? Laura Flessel. Je vous dirais aujourd'hui, la semaine dernière, il y avait Beyoncé au Stade de France. Je vais faire un petit clin d'œil à la culture. Lorsqu'on regarde Beyoncé qui draine sur 2 jours autant de milliers de personnes, qui a osé sortir un dernier tube qui parle de country, lorsqu'on connaît la culture et on connaît la musique et les origines, eh ben, elle a eu cette audace de retourner sur ces terres et de leur dire, vous voyez, c'est aussi à moi. Et donc du coup, effectivement, il y a de l'engagement, de l'affirmation, et derrière, il y a en fait toute cette population qui suit et qui a envie en fait de se dire, oui, elle est culottée, elle est audacieuse, et pourquoi pas nous? Donc effectivement, c'est un joli message autour d'une règle des 3 P que j'aime bien sortir, c'est de la passion, de la performance et de la pression. Lorsqu'on arrive à avoir cette vision et prendre du haut, eh bien on se dit, voilà, elle parle à toute une population. Merci beaucoup. Et je retiens la règle des 3 P. Philippe Henry. C'est compliqué votre question. Moi, je pense plutôt au courage de tous les jours. Vous savez, moi, l'exemple que j'ai en tête, et c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est celui d'un garçon, alors personne ne connaît son nom, qui s'appelle Mathieu Desmonaz. Et Mathieu Desmonaz a montré que c'était un handicapé donc, qui est tétraplégique, qui a une maladie orpheline de naissance, et qui était capable de montrer que rien ne résiste à la force du courage. Et en réalité, il était d'une famille d'agriculteurs, donc de Haute-Maurienne. Et son rêve était de devenir terrassier, de travailler dans le métier donc, de l'agriculture et puis d'une entreprise de déneigement. Alors évidemment, il ne pouvait pas conduire. Il a vu un jour qu'il était possible de conduire un véhicule. Il a passé le permis. Il s'est renseigné auprès de John Deere, qui lui a dit, écoutez, on peut vous faire un engin donc, adapté à votre pathologie. Et nous l'avons aidé. Alors qu'au départ, il était webmaster donc à la station du Mont-Cenis. Il s'est embêté pendant 2 ans. Il devenait neurasthénique.
On est allé le voir, on a cru en son projet. Et je crois beaucoup plus au courage des invisibles, à ce type de courage, parce qu'il a une entreprise qui existe depuis maintenant plusieurs années. Il fait du déneigement l'hiver, des travaux agricoles l'été, qu'au courage médiatique. Voilà. Très bel exemple. Merci beaucoup, Philippe Henry. Morgane Chavagnier. Je suis assez alignée. Je crois beaucoup plus aux vertus de la discrétion dans le courage qu'aux paillettes. Les paillettes, ça m'a jamais trop inspirée, finalement. Et moi, je rendrais plutôt hommage aujourd'hui à tous les dirigeants, tous les chefs d'entreprise qui sont parmi nous aujourd'hui et qui ont le courage de faire perdurer leurs entreprises, de les faire croître malgré les difficultés, malgré les millefeuilles réglementaires, les contraintes, on en a parlé, malgré les problématiques économiques, les problématiques de pouvoir d'achat. Et tous ces dirigeants que vous êtes et qui avaient le courage de tous les matins vous lever pour faire vivre l'environnement, pour faire vivre le territoire. Et c'est plutôt ça qui m'inspire. Merci beaucoup, Morgane Chavagnier. Jean-Michel Diaz. Merci, ce point-là, j'allais l'évoquer. Alors, je vais prendre 2 autres exemples. Un de quelqu'un qui est absolument pas connu, et puis un de quelqu'un qui est connu. Alors, Total Energy, on aide la création d'écoles de production. En fait, je vais être très rapide. Les écoles de production, c'est dédié à des jeunes qui ont entre 14 et 19 ans, qui sont en rupture avec tous les autres systèmes de formation. Et le principe de la pédagogie, il est basé sur le faire pour apprendre. Et ces jeunes décrocheurs, ils passent 75% de leur temps dans un atelier en train de travailler sur de vraies commandes de partenaires industriels. Et c'est ça l'école de production. Et en fait, on en a inauguré une il y a 15 jours à Marseille sur le domaine du photovoltaïque et de l'électricité. C'est la première de France. Eh bien, il y a un jeune qui, tous les jours, part de Nîmes, vient à Marseille, en se débrouillant par ses propres moyens. Vous avez compris que de Nîmes à Marseille, il faut le faire. Tous les jours, ce jeune, qui a 16 ans, il vient, il se forme et il repart chez lui tous les soirs. Mais si ça, c'est pas du courage, et c'est un exemple extraordinaire pour le reste de la jeunesse. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et moi j'en suis fier, Patrick Pouyanné, parce que on est passé d'une époque où on était mal aimé, à une époque où aujourd'hui on a une image qui est transformée. Et je répète, il fallait vraiment oser et faire ce qu'il a fait et continuer sur la ligne de conduite, alors que certains, parfois, font un peu marche arrière sur le sujet des renouvelables. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Un merci particulier encore une fois à Laura Flessel. Et merci à tous de nous avoir suivis avec ou sans éventail et d'avoir eu le courage d'affronter la chaleur. Merci beaucoup, bonne fin de journée.